J'ai eu l'honneur, disais-je, d'être invité dans la seconde ville de la Fédération de Russie. Plus de 5 à 6 millions d'habitants, la ville de Saint-Pétersbourg, qu'on appelle encore la Venise du Nord. La ville qui a plus de 700 ponts et qui est construite littéralement sur les eaux de la mer du Nord. Saint-Pétersbourg. J'ai eu l'honneur d'y être invité par le président de l'université impératrice Catherine II, le professeur Litvinenko, que je remercie en lui disant en russe « Spasiba Balchoy ». J'ai été invité en ma qualité de spécialiste des questions politiques africaines, en ma qualité d'universitaire et notamment de chercheur dans le domaine de l'émancipation endogène des peuples africains. C'est donc à notre titre de président de l'Institut de l'Afrique des libertés et d'universitaire que nous avons été conviés à éclairer de nos modestes lumières cette rencontre décisive qui rassemblait des figures du monde académique, des figures du monde politique, des figures du monde militant, des figures du monde de la recherche technologique, des figures du monde de la science appliquée et des figures de l'industrie minière. Voyez, la qualité du public ici rassemblé, constitué donc de personnalités russes et de personnalités africaines, faisait de ce dialogue russo-africain de Saint-Pétersbourg un événement de très grande importance. Je vais dire pourquoi. Avant toute chose, je voudrais vous dire la joie que nous avons éprouvée, nous, de la délégation des Africaines et des Africains venus de partout dans le monde, et notamment du continent africain, de bénéficier d'une hospitalité sans faille, d'un accueil respectueux, soucieux et bienveillant de la prestigieuse université, impératrice Catherine II de Saint-Pétersbourg, qui est une université qui a tous les moyens de l'hypermodernité, qui a tous les moyens de participer à la grande course de la haute technologie mondiale. Une université où on voit le souci que l'État russe a pour la jeunesse russe. Parce que seul un État qui se soucie pour ses jeunes générations peut construire des universités de cette qualité. C'est une université haut de gamme, de la porte d'entrée au dernier millimètre carré. On y trouve les meilleurs matériaux architecturaux dont la Fédération de Russie soit capable. Quand vous rencontrez dans cette université le personnel humain, il est impeccablement vêtu d'un uniforme spartiate, indiquant qu'il s'agit là des soldats de la haute science, de la haute technologie et de la haute industrie de la Fédération de Russie. Et que l'État russe ne les prend pas du tout à la légère. Les élèves et les professeurs sont dans un uniforme bleu foncé avec des décorations similaires à celles des officiers de l'armée. Que ces élèves soient d'origine russe ou pas, que ces professeurs soient russes ou pas, tout le monde est en uniforme dans toute l'université, de l'entrée du service à la sortie du service. Nous avons eu l'occasion de visiter l'infrastructure physique de cette université. Nous avons été conduits dans les principales salles de réunion, les amphithéâtres, les salles de cours. Nous avons été conduits et initiés au fonctionnement des laboratoires de cette université qui date du XVIIIe siècle. XVIIIe siècle. 1763 si je ne m'abuse, ou 64. Et celle qui a fondé cette université, l'une des femmes politiques les plus influentes de l'histoire de la Russie, l'une des femmes politiques les plus célèbres pour avoir réussi à être chef de l'État russe, à savoir l'impératrice Catherine II, l'idée dont elle était mue, c'est qu'aucune puissance politique ne pourrait durablement s'installer dans ce monde si elle n'est pas préalablement et concomitamment une grande puissance scientifique, une grande puissance technologique. C'est à partir de cette conviction que le pouvoir a besoin, pour s'asseoir,
de maîtriser le savoir que l'impératrice Catherine II, en plein XVIIIe siècle, mit tous les moyens dont elle disposait pour constituer la meilleure école d'exploration de l'écorce terrestre, la meilleure université d'exploration de la matière terrestre, qui est aujourd'hui l'université des mines de Saint-Pétersbourg. D'un point de vue strictement physique, la visite de cette université vous montre l'écart. Elle vous montre la distance. Elle vous montre le retard dans lequel nous sommes, nous Africains, collectivement et individuellement pris pays par pays. Pour pouvoir combler le retard en matière de recherche scientifique et technologique qui est le nôtre, nous devons accélérer la cadence. Nous ne pouvons même pas nous permettre de nous contenter d'un récit du genre, plus tard, nous aussi on pourra faire comme cela. Nous devons très rapidement nous appliquer à faire vite. Mettre les moyens, mettre les cerveaux, mettre du sérieux, de la justice, de l'équité, pour propulser notre recherche scientifique, notre recherche technologique. C'est quelque chose d'une urgence. C'est plus urgent que respirer pour l'Afrique. C'est le premier sentiment que je vous ramène de Saint-Pétersbourg. C'est la 3e visite que j'ai rendue en Russie. La première date de 2023. Sous tous les coups, blessures et menaces du néocolonialisme français, je m'étais rendu en Fédération de Russie dans le cadre d'un voyage humanitaire et scientifique. C'était à Moscou, à l'invitation de l'Institut d'études africaines. Vous savez, tous les coups, tous les cris, toutes les persécutions et les menaces que me valut cette initiative d'aller voir la Russie avec mes yeux. Et non plus de me contenter de ce que me dit LCI, BFM TV, RFI, France 24 et l'ensemble de ces médias qui mentent sur la Russie. Je reviens de ce premier voyage en vous disant, la Russie que j'ai vue, contrairement aux prédictions mensongères du ministre français de l'économie de l'époque, Bruno Le Maire, elle ne s'effondre pas. Au contraire, elle se renforce dans l'adversité. C'est un pays fonctionnel, hyper puissant, beaucoup plus immense, beaucoup plus costaud que tout ce qu'on nous raconte dans la presse occidentale que j'ai vu. Le deuxième voyage a lieu en cette année 2025, au milieu du mois d'octobre. À la mi-octobre, j'étais à Moscou. Et à l'occasion de cette invitation pour le 20e anniversaire de la chaîne de télévision Russia Today, j'ai pu apprécier l'importance de la communication politique pour l'État russe. La place essentielle qu'il accorde à la maîtrise de son narratif, dans le jujutsu du contrôle des narratifs sur la planète Terre. J'en suis revenu impressionné par la discipline, la rigueur, par la capacité de conviction. À cette occasion, j'ai eu l'opportunité de voir de mes yeux physiques le président russe Vladimir Poutine, à une trentaine de mètres de moi, déclamer en une vingtaine de minutes un discours montrant jusqu'à quel point il respecte les journalistes et les communicateurs de la Fédération de Russie qui étaient émus de reconnaissance. C'était au théâtre du Bolchoï, à Moscou, suivi par la suite de la projection d'une très belle pièce de théâtre, La Dame de Pique d'Alexandre Pouchkine. Une pièce de théâtre qui elle-même est un résumé de l'esprit profond de la Fédération de Russie. Un esprit qui allie l'amour et la mort. Un esprit qui allie l'espérance et le tragique. Un esprit capable d'affronter la dureté, la contradiction de la vie. Mais là, le 3e voyage, celui que je viens de réaliser, c'est vraiment l'initiation profonde à la densité de la science et de la haute technologie russe. Nous avons donc visité le cadre où on forme les ingénieurs. Et ça a été un bonheur de voir le nombre croissant d'ingénieurs africains de très grande qualité qui sont formés dans l'académie russe. Les autorités russes de cette université ont même veillé à ce que ce soit les élèves ingénieurs africains, algériens, maghrébins, etc. de l'université qui soient les facilitateurs de la communication avec la délégation africaine qui était composée de professeurs, d'ingénieurs, de militants, d'hommes d'affaires, de diplomates, et qui avait besoin vraiment d'une facilitation d'explication quant au fonctionnement non seulement des cycles d'enseignement, des cycles de formation, mais
notamment aux capacités du génie russe en matière d'extraction et de transformation minière. Ce qui est frappant, c'est que non seulement le travail théorique de formation des ingénieurs russes se fait avec une place supérieure de la pratique par rapport, en quelque sorte, à la connaissance livresque, mais ce qui est très frappant, c'est la continuité qu'il y a entre l'école d'ingénieurs russes et les industries minières, les industries de fabrication des artefacts industriels. Nous avons été amenés sur le terrain pour voir comment les machines dont on nous a parlé à l'université minière fonctionnaient sur la terre elle-même. Nous avons été amenés à voir jusqu'à quel point la Fédération de Russie tient à partager avec ses amis à travers le monde son expérience de la connaissance de la nature et de la puissance qu'une nation organisée peut en tirer. Et là, je voudrais insister sur la qualité des débats qui ont donc ponctué la partie colloque de ce séjour. Ce sont des débats et des discours d'un niveau de conscience très élevé qui ont été prononcés par les scientifiques, les politiques russes et africains de part et d'autre. Ce qui m'a frappé côté africain, c'était l'absence de la quasi-totalité des représentants des pays d'Afrique dite francophone. Littéralement, je me suis posé la question de savoir pourquoi l'Afrique anglophone, il y avait des représentants officiels de l'Afrique du Sud, du Zimbabwe, de la Zambie, des représentants officiels de l'Angola, des représentants officiels du Mozambique, il y avait des représentants officiels du Ghana, des représentants officiels du Nigeria, il y avait des représentants officiels de pratiquement toutes les parties de l'Afrique, en dehors de l'Afrique dite francophone. Je me suis posé la question de savoir pourquoi ils ne sont pas venus. Et la réponse est évidente. Ce sont des gens qui n'ont jamais bénéficié véritablement du transfert de technologie de l'ancienne puissance coloniale et tutélaire de l'Afrique francophone, la France. Ils ont été nourris au petit lait de la dépendance et considèrent que le plus important, c'est de continuer à exporter les matières premières de l'Afrique francophone vers l'industrie française, où elles sont transformées pour que l'Afrique francophone les achète 5, 10 fois, 20 fois plus cher sous forme de produits finis. Les pays anciennement colonies françaises ou sous tutelle, notamment donc les pays de la zone dite franc-CFA, qui ont brillé par leur absence à ce dialogue essentiel sur le transfert et le partage de compétences en matière d'extraction et de transformation des matières premières, ces pays sont des pays en réalité aliénés. C'est leur aliénation qui explique leur absence. Parce que ce dialogue russo-africain à Saint-Pétersbourg avait pour but de faire que tout le monde soit au même niveau. Mettre tout le monde au même niveau pour pouvoir ensemble bénéficier d'une exploitation rationnelle, réfléchie, mutuellement bénéfique des matières premières. Ils étaient absents, les pays de l'Afrique dite francophone, pour une raison élémentaire. Ils sont absents de la transformation de leurs matières premières depuis leur soi-disant indépendance. Ils exportent le bois, ils exportent l'or, ils exportent le pétrole, ils exportent le manganèse, l'uranium, le lithium à l'état brut. Les néocolonialistes français, les impérialistes occidentaux et moyen-orientaux prennent tout cela, le transforment dans leurs industries, ici, dans le nord du monde. Et avec les produits finis qui sortent de ce café, de ce cacao, de ce chocolat, de ce bois, qui sortent de cet or, de ce lithium, de cet uranium, qui sortent de ce diamant, de ce manganèse, de ce zinc, de ce fer, de cet aluminium, on revend aux Africains des produits industriels qui coûtent parfois 100 fois plus cher que les matières premières africaines qui ont permis de les fabriquer. Ils ne sont pas venus pour ça. Parce qu'en fait, ils ne sont pas habitués à transformer. Une bonne partie des pays africains sont essentiellement des pays d'extraction, de prédation. Des pays où on vient ramasser et on s'en va. Alors que l'essentiel de la richesse vient de la matière ajoutée qui provient de la transformation des matières premières. Là où elles sont extraites, les Africains continuent encore cette aberration qui consiste à gagner plus de l'argent en faisant gagner plus d'argent aux autres qu'à gagner plus de l'argent en gagnant plus d'argent que les autres.
Ils n'étaient pas là. Essentiellement, la délégation était anglophone. Il y avait quelques représentants du monde francophone. Mais en fait, l'essentiel des traductions, lors de cette visite, se faisait en anglais. Parce qu'à 80%, on avait des anglophones. Nous étions anglophones à 80% pour pouvoir bénéficier de la traduction des propos des scientifiques, des ingénieurs et des spécialistes de la Russie. Moi, j'ai été frappé par la sincérité avec laquelle les responsables de l'université, impératrice Catherine II, ont partagé leur expérience avec nous. Je n'ai eu à aucun moment le sentiment qu'elle voulait nous cacher quelque chose ou qu'elle refusait ses autorités scientifiques, technologiques, etc., de répondre à certaines questions. Toutes les questions que nous avons pu poser sur le fonctionnement des techniques extractives, sur le fonctionnement de la transformation, sur les types de machines qu'ils sont capables de produire aujourd'hui pour détecter les différents minerais rares dans la Terre, ils nous ont répondu. Ils ont même répondu en donnant force détails vertigineux. Ensuite, ils nous ont emmenés sur le terrain pour nous montrer les machines qui le font. Et nous montrer des simulations du fonctionnement de ces machines. Ils nous ont emmenés dans leur laboratoire où ils ont des ordinateurs simulateurs qui permettent de mettre l'étudiant sur le mode de la PlayStation que vous connaissez dans les familles de gamins à jeux vidéo, mettre l'étudiant sur le terrain avant même son premier stage. Ils nous ont amenés et ont demandé que ceux d'entre nous qui voulaient bien jouer le jeu à fond s'installent dans le simulateur afin qu'on leur montre comment on apprend en Russie. Comment on forme les ingénieurs russes. Et de nous expliquer qu'aucun de leurs ingénieurs n'est au chômage. Ce n'est pas possible. Personne ne peut sortir de l'université impératrice Catherine, impératrice Catherine II de Saint-Pétersbourg et chercher du travail. On vient les chercher dans la salle de classe. On vient les chercher dans la salle de classe. Avant même qu'ils aient fini leur cycle d'ingénieur de 6 ans, on se les a déjà partagés. Pourquoi? Parce qu'ils représentent une plus-value, une capacité opérationnelle très élevée. Leur présence dans les unités industrielles de n'importe quelle entreprise est une garantie de production. Oui! J'ai également été frappé par leur très grande tolérance envers la diversité linguistique qui compose leur établissement. L'essentiel pour eux, c'est que l'étudiant comprenne. C'est que le professeur fasse passer l'idée. Que le professeur l'explique, même en bassa bantou. Ça ne dérange pas à l'université russe. S'il y a un étudiant qui a du mal à comprendre en russe, ou qui a du mal à comprendre en anglais, si quelqu'un connaît une langue que l'étudiant la peut comprendre rapidement, qu'il la parle. Voilà pourquoi toutes les conditions sont réunies pour que les étudiants venus d'Afrique soient à l'aise. Il leur est permis d'apprendre la langue russe dans des conditions optimales. Et ils ont un encadrement composé, entre autres aussi, de professeurs, d'ingénieurs de très haut niveau, africains, de Russie, vivant en Russie, et qui participent à leur formation pour leur expliquer les arcanes de la société et de la haute technologie russe. Nous avons vu une atmosphère homéopathique. Alors, les étudiants africains, qui me connaissent à travers notamment les réseaux sociaux, n'ont pas manqué de m'assaillir pour venir me confier leur vécu, leurs expériences, leur admiration, leur solidarité, leur fraternité, et me poser des questions. Et j'ai pu échanger avec plusieurs d'entre eux qui m'ont dit le plaisir qu'ils ont d'étudier là, la chance qu'ils ont d'étudier là, le bonheur qu'ils ont de penser qu'ils seront très utiles à l'Afrique, même dans l'éventualité où ils restent pour aller travailler dans les groupes les plus fameux et les plus juteux de l'industrie russe. Voilà les choses que j'ai vécues. Mais ce voyage à Saint-Pétersbourg a été complété d'une immersion culturelle. L'université impératrice Catherine II nous a prévu une visite guidée des arcanes de la ville de Saint-Pétersbourg. Donc la connaissance de la ville touristique, la connaissance de la ville du point de vue de sa géologie, sa structure, la connaissance de la ville infrastructurelle, la ville architecturale, la connaissance de la ville religieuse, tout cela sous la guidance d'une certaine Madame Maria, qui a une telle passion et une telle connaissance experte de sa ville, qu'en fait, 1 heure passée dans un bus avec elle, c'est comme si vous aviez lu 3 tomes ou 3 encyclopédies sur l'histoire de Saint-Pétersbourg. Donc, je reviens de Saint-Pétersbourg content et satisfait. Car je crois avoir compris
l'un des grands secrets de la puissance de la Fédération de Russie. C'est un pays qui n'économise pas son argent quand il s'agit de financer la recherche scientifique et de former sa jeunesse. C'est un pays généreux dans la formation de sa jeunesse. Il ne boude rien pour former sa jeunesse. Donc c'est un pays qui a investi dans la science, dans la technique et dans la connaissance. Ça, c'est un grand secret de la puissance russe. Deuxièmement, c'est un pays qui est enraciné dans sa propre civilisation, dans ses propres mythes, qui est enraciné dans ses propres légendes, qui est enraciné dans sa propre mystique. L'âme profonde russe ne transpire pas seulement dans la littérature, elle transpire dans le christianisme orthodoxe russe, d'ailleurs très proche du christianisme orthodoxe des Éthiopiens, parce que les Russes, paradoxalement, ont les reliques des pères fondateurs de l'Église chrétienne, et ces reliques sont à 90% des reliques noires, ce qui indique les origines africaines du christianisme de manière spectaculaire. Et ils sont très attachés à ce qui fait la particularité de leur nation, que ce soit en termes de conception de la famille ou de résistance au nivellement par le bas de l'Occident. Paradoxalement, la ville de Saint-Pétersbourg, où j'étais, se trouve être la ville la plus européenne de la Fédération de Russie. Parce que c'est une ville qui a été construite à une époque de fascination des dirigeants de l'élite de la Russie envers l'Occident. On y retrouve donc tous les styles qu'on a à Paris, les styles qu'on a en Italie, à Rome, qu'on a à Venise, on y retrouve les styles de Londres. Vraiment, la ville a été construite en voulant en faire le plus grand miroir de l'Occident. La Russie étant un État-continent qui, comme on le sait, a deux pôles qui constituent ses zones d'équilibre, ses forces équilibrées. Une orientation orientale jusqu'au fin fond du désert de Sibérie, vers l'est, et une orientation occidentale, justement, dont Pétersbourg est l'image. La Russie est un État eurasiatique, européen et asiatique. Et c'est un État-continent, symbolisé par les deux ailes de ses aigles, de son aigle. Cet État-là tient son équilibre du fait qu'il tient ensemble son orientalité et son occidentalité dans sa russité. Voilà, mes chers amis, les émotions, voilà les réflexions, voilà les connaissances que je voulais tirer de cela. Qu'est-ce que nous, Africains, on doit en tirer? Qu'est-ce que moi j'en ai tiré en tant qu'Africain et que je vous propose de considérer comme une leçon de choses? Premièrement, nous devons cesser de bouder l'investissement pour la science, pour la connaissance, pour la technologie chez nous. Il faut qu'on arrête cette mythologie néfaste, malfaisante, qui dit qu'on ne mange pas papier. On mange papier, mais ce n'est pas n'importe quel papier qu'on mange. Pas le papier des diplômés ouya-ouya que nous avons chez nous en Afrique. Pas le papier des diplômés parvenus, des doctus comme libres. Des individus qui ne sont pas conceptuellement, socialement productifs. Non, le papier là, dont vit la Fédération de Russie, c'est la connaissance. Que ce soit dans le domaine des sciences de la nature ou dans le domaine des sciences sociales, la Fédération de Russie investit dans la formation de sa jeunesse parce que c'est cette formation qui permet aux jeunes Russes de pouvoir assumer la complexité du monde sur le terrain économique, sur le terrain militaire, sur le terrain de la santé, sur le terrain architectural, sur le terrain de l'agriculture, etc. Dans tous ces terrains-là, c'est le progrès scientifique et technologique russe qui soutient la fécondité, la puissance de la nation. La deuxième leçon que l'Afrique peut tirer de tout ceci, c'est qu'il n'y a pas de contradiction entre la science, la technologie et la culture, la civilisation. Une certaine manière de nous enseigner la science et la technique, notamment dans l'école philosophique occidentale, a consisté à présenter la science et la technique comme étant des réalités neutres, qui seraient indépendantes de l'environnement culturel, l'environnement social, civilisationnel dans lequel elles sont pratiquées. Les Russes comme les Chinois, même comme les Nord-Coréens, prouvent très bien qu'il peut y avoir une articulation parfaite entre les racines civilisationnelles, culturelles d'un peuple et sa puissance technoscientifique. La connaissance scientifique n'est pas incompatible avec la fidélité à ses racines. Pour devenir de grandes puissances scientifiques et technologiques, les Africains n'ont pas besoin de renier leur africanité. Au contraire, regardez seulement le nom que les Russes donnent par exemple
à leurs armes les plus redoutables. Vous vous rendrez compte que ce sont les noms de figures légendaires de leur tradition. Regardez même le nom que donnent les Américains, les Japonais, tous les peuples qui développent de la très grande puissance sur le plan technologique et scientifique, vont toujours puiser dans leur mythologie pour expliquer leur créativité. Donc l'Afrique n'a pas besoin de jeter sa culture à la poubelle, de jeter sa tradition à la poubelle. L'Afrique a besoin de s'en inspirer pour créer le présent et l'avenir. Et c'est cela la véritable tradition. La tradition, c'est la conservation de ce qui nous maintient en capacité de créer le présent et l'avenir. Deuxième leçon. Troisième leçon, les Russes sont comme ces Templiers du Moyen-Âge dont on dit qu'ils tenaient dans une main la truelle pour construire et dans l'autre l'épée pour se défendre. Toute la civilisation russe est une civilisation à la fois défensive et bâtisseuse. Ils tiennent d'une main la truelle pour construire leur pays en permanence, même pendant l'hiver. Quand les machines ne peuvent pas arracher la glace sur l'asphalte des routes, les hommes sortent et ils enlèvent la glace dans la ville à la pelle. Comme on le fait chez nous au Burkina Faso avec Faso Mebo. Là où la machine ne peut pas travailler, il y a des bras qui travaillent. En Russie, c'est comme cela, même en plein Moscou. J'ai vu à toutes les heures possibles des hommes travaillant à la main pour parachever ce que les machines ne pouvaient pas faire. Donc, ils ont toujours, comme je vous le dis, une truelle à la main. Mais les Russes ont toujours de l'autre côté de leur main une épée. C'est un peuple à la fois capable d'être très attaché, très lié à vous. Mais n'oubliez pas, c'est un peuple extrêmement prudent, qui a été enseigné, échaudé par l'histoire, et qui est extrêmement attentif aux variations de son environnement. Ce qui fait pour moi le paradoxe de la psychologie russe, tel que je commence à la comprendre, c'est que ce sont des gens qui sont très attachants, mais qui peuvent également être très détachés. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre leur attachement pour une forme de naïveté. C'est une manière simplement de célébrer leur propre civilisation. Mais pendant qu'ils sont attachés à vous, sachez qu'ils vous observent. Pendant qu'ils sont attachés à vous, sachez que vos moindres gestes ne leur échappent point. Et sachez que chaque fois qu'il sera nécessaire qu'ils vous montrent qu'ils ne sont pas d'accord avec vous, vous le saurez vite et bien. Voilà leur caractère. Ils sont capables du plus grand attachement et du plus grand détachement. Car la vie leur a appris à ne pas faire confiance aveuglément au premier venu. Bien sûr, vous imaginez les cris d'orfraie des néocolonialistes occidentaux quand nous allons en Russie et que nous revenons avec une version différente de la propagande russophobe de France 24, de TF1, de LCI, du Monde, de Jeune Afrique, bien sûr. Vous savez ce qu'ils vont dire tout de suite, non? Puisqu'ils sont en train d'écouter l'émission. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Écrivez ce qu'ils vont dire. Ils ont déjà dit ça plusieurs fois. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Que disent les néocolonialistes français, les impérialistes occidentaux, quand ils écoutent ce compte rendu de cette visite remarquable et remarquée? Tout naturellement, la seule accusation qui va sortir de leur bouche, c'est Franklin Yamsi est un agent de la Russie. Franklin Yamsi est corrompu par la Russie. Franklin Yamsi fait partie de ces Africains qui seraient passés du maître français au maître russe. Donc, d'un néocolonialisme à un autre. Mais vous-même, vous savez qu'ils disent ça parce qu'ils savent qu'ils mentent. Ils disent ça parce qu'ils savent qu'ils mentent. Pourquoi? Parce que ce que je dis là, à propos du néocolonialisme, je dirais si la Fédération de Russie se comportait envers nous comme les puissances néocolonialistes occidentales. Est-ce que la Russie nous a réduits en esclavage, nous les Africains? Non. Pourquoi voulez-vous que je regarde la Russie comme je regarderais les puissances qui ont écrit le Code noir, décrétant que l'homme africain noir est une marchandise, et qui n'ont pensé à abolir cette loi funeste qu'en 2025. Pourquoi voulez-vous que je regarde la Russie comme ça? C'est aussi simple que ça. Bon, pourquoi voulez-vous que je regarde la Russie comme des puissances qui ont agressé colonialement les Africains? Est-ce que les Russes nous ont génocidés? Est-ce qu'ils nous ont ethnocidés? Est-ce qu'ils nous ont déportés à travers le continent africain et le monde? Est-ce qu'ils ont fait ça? Non. Pourquoi voulez-vous que je les regarde comme ça? Parce qu'en fait, quand vous ne traitez pas les Russes de colonisateurs, les néocolonialistes occidentaux, les impérialistes occidentaux russophobes disent que vous êtes un agent de la Russie. Alors que pour nous, Africains,
comme l'a rappelé Nelson Mandela, nous ne jugeons eh bien, des puissances étrangères qu'en fonction de leur manière de nous traiter. Mandela l'a rappelé d'une manière magistrale un jour à New York, à un journaliste américain qui lui disait « Comment pensez-vous, avez-vous osé, vous, Mandela, à peine sorti de prison, en Afrique du Sud, aller rendre visite à Kadhafi, à Fidel Castro, aller rendre visite à la Russie de Poutine, à la Russie de, comment il s'appelle, Boris Yeltsin, des pays comme ça qui sont des pays totalitaires, vous n'avez pas honte, vous avez sali la belle image de l'Afrique du Sud. » Mandela fit une réponse. Il y a une erreur très récurrente chez vous, les Occidentaux, les impérialistes en particulier, c'est de penser que les Africains doivent déterminer leurs relations internationales en fonction de vos intérêts et non pas en fonction de leurs intérêts, eux, nous, les Africains. Or, moi, Mandela, quand l'ANC se battait contre l'apartheid, vous tous là, les pays occidentaux, vous étiez du côté du régime de l'apartheid pour écraser les Noirs d'Afrique du Sud. Ceux qui nous ont aidés, pas avec des mots, mais avec de l'argent et avec des armes, eh bien, c'est l'Union soviétique, c'est Cuba, c'est Yasser Arafat et l'OLP, c'est l'Algérie du FLN historique. Ils nous ont aidés. Ils ne se sont pas contentés de parler. Et vous voulez que sorti de prison, je tourne le dos à des amis qui m'ont aidé, pas seulement en mots, pour aller avec vous naïvement? L'Afrique du Sud jugera de la qualité de ses relations internationales en fonction du comportement de ses partenaires. Mandela déclencha ainsi un applaudissement nourri et une humiliation du journaliste américain qui s'était aventuré dans cette objection. Nous faisons cette objection tranquillement à tous ceux qui, chaque fois que nous essayons de montrer la différence de traitement des relations internationales qui est celle de la Fédération de Russie par rapport aux pays occidentaux, essayent malgré tout de présenter l'idée selon que nous serions corrompus, sans en avoir la moindre preuve. Enfin, sur ce point, la véritable raison pour laquelle on nous en veut, ce n'est pas le fait que la Fédération de Russie ne nous ait ni en réalité esclavagisés, ni colonisés, ni quoi que ce soit. C'est parce qu'en Afrique, nous avons décidé de nous débarrasser de l'emprise des puissances néocolonialistes et impérialistes, que nous sommes en train de fermer les robinets de matières premières gratuites, n'est-ce pas, qui étaient ouverts depuis plus de 600 ans, et qui faisaient des pays africains, des pays riches appauvris, et des pays occidentaux, des pays pauvres enrichis. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Je recommence. On nous en veut que pour ça. D'être une génération d'Africains qui a décidé de fermer les robinets de matières premières pillées gratuitement, qui permettaient que des pays riches africains soient appauvris et que des pays pauvres occidentaux soient enrichis. Voilà, on nous en veut que pour ça. Mais nous en vouloir pour cela, c'est injuste. Parce que nous ne faisons que récupérer ce qui nous revient de droit. Nous n'avons rien pris à personne. Nous n'arrachons rien à personne, nous les Africains. Nous n'avons colonisé ni l'Europe, ni l'Amérique, ni l'Asie. Nous n'avons colonisé personne. Nos puissances sont restées continentales. Mais maintenant, nous disons l'Afrique aux Africains. Et c'est ce que j'ai expliqué dans l'intervention que j'ai donnée au séminaire de l'université impératrice Catherine II de Saint-Pétersbourg, que nous, les Africains, avions décidé de nous battre pour que plus jamais nous ne soyons considérés comme des matières premières comme les autres. Nous avons décidé de nous battre pour que les matières premières de notre continent nous permettent de mener une vie digne, prospère, et qu'elles ne soient plus l'objet d'une prédation aveugle. D'où nous avons compris le lien intime entre l'exploitation des matières premières et la défense, la sécurité du continent africain. Enfin, j'ai expliqué la nécessité pour la Fédération de Russie de ne pas développer un complexe de méfiance envers les pays africains qui lui ont montré leur reconnaissance, qui lui ont montré leur fidélité et leur gratitude. Parce qu'il existe, je l'ai démontré, une histoire sainte entre les peuples africains et la Fédération de Russie. C'est que les peuples africains n'ont jamais fait la guerre à la Fédération de Russie et la Fédération de Russie n'a jamais fait la guerre aux peuples africains. Au contraire, elle a été aux côtés des Africains quand ceux-ci devaient affronter les néocolonialistes, les impérialistes, les racistes et les négriers. Cette histoire sainte qui rassemble par la voix subtile du cœur les Africains éveillés et les Russes éveillés de ce temps devrait être le fondement d'un transfert confiant de technologie
et de la construction, de l'aide à la construction de la grande puissance africaine, qui sera en réalité une alliée forte de plus pour la Fédération de Russie dans le cadre du jujutsu géopolitique international. Voilà ce que j'ai démontré et j'ai eu le bonheur de constater que mon modeste message est plutôt bien passé. Vous en avez une copie disponible sur les réseaux sociaux. Donc, au total, Africaines, Africains, en tant que nous sommes libres, en tant que nous sommes des êtres humains à part entière, nous avons le droit de déployer nos ailes à la taille de la Terre et dans toutes les mesures à celle de l'univers. Nul n'a à nous dire où nous devons aller, avec qui nous devons marcher et ce que nous avons à dire. C'est ce que j'ai expliqué lors des nombreuses gardes à vue que m'a infligé l'autocratie française aux aéroports français chaque fois que je sors ou chaque fois que je reviens. Cela est arrivé l'avant-dernière fois de mon voyage, quand je suis revenu de Moscou, après l'invitation aux 20 années de Russia Today. J'ai déjà expliqué ici cette énième mésaventure qui a consisté pour des agents du ministère français de l'Intérieur à vouloir me débriefer pour me transformer littéralement en agent double ou en espion. Je ne sais quoi. Me demander, dans un cadre extra-légal, de répondre à leurs questions et de bien vouloir les éclairer sur les activités que je menais. J'ai refusé en leur demandant que je souhaitais l'assistance de mon avocat, Maître Njifutao Woshawo Aboubekr, que je salue, et que j'ai instamment appelé. Il est hors de question que j'ai à dire à des agents de police, à des agents de renseignement, quoi que ce soit, en France, sans la présence de mon avocat. Car, en tant qu'intellectuel, en tant qu'écrivain, en tant qu'expert politique, je suis libre de mes idées et je suis libre de mes déplacements. Maintenant même, ici en France, personne ne peut me faire l'objection qu'on m'a souvent faite. Quand j'étais fonctionnaire de l'État français, professeur agrégé de philosophie en poste, j'ai rendu ma démission de ce poste le 1er septembre 2025. Donc, je n'ai plus de compte à rendre à quelqu'un en France à propos de mes amitiés dans le monde. Je suis un citoyen comme les autres, libre d'aller et de venir, conformément à la Constitution. Je n'ai pas à être conduit dans un poste à l'aéroport pour être débriefé. Oui, vous étiez là-bas, dites-nous, qui est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez vu? Comment ils sont? Allez, si vous voulez le savoir, vous venez écouter mes émissions sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok. D'accord? C'est bon. Mais vous n'avez pas à venir me prendre, comme vous l'avez fait, avec des brassards de policiers, à la sortie d'avion, pour me conduire dans un poste de police d'aéroport et me dire, vous savez, monsieur Niamsi, vous n'êtes pas en garde à vue. C'est ce qu'il m'a dit, hein, l'agent de police qui s'est dénommé Armand Hautefeuille. Armand Hautefeuille. Ou Armand de Hautefeuille. Il me dit, vous savez, vous n'êtes pas en garde à vue. Hein. Ce n'est pas une procédure légale, on voulait causer avec vous. Je dis, écoutez, moi, je ne suis pas votre ami. Je ne suis pas votre camarade. Nous n'avons pas chassé des moutons ensemble. Moi, je suis sorti d'avion pour aller chez moi. Vous me rendez mon passeport, je vais chez moi. Ou alors, vous m'indiquez où dormir le temps que mon avocat, Maître Njifutao Woshawo Aboubekr, puisse venir de Bruxelles, où il se trouvait à ce moment-là. Oui! Parce qu'en fait, voici des gens qui ne comprennent pas que les Africains ne leur appartiennent pas. On ne leur appartient pas. Nous n'appartenons à personne. Nous sommes les enfants du bon Dieu. Dans notre tradition, tout ce que nous ne sommes que des êtres appartenant à Dieu. Même les enfants que nous avons, c'est Dieu qui nous les a donnés. Ils ne nous appartiennent pas. Ils ne nous appartiennent pas. Ce ne sont pas des choses. Nous sommes tous des créatures du bon Dieu. Alors, ils sont assis à Paris, je ne sais pas où ils sont assis, là, partout, et ils continuent à faire comme si les Africains leur appartenaient. Les Africains n'appartiennent à personne. Ils n'appartiennent pas aux Russes. Moi, je n'appartiens pas à la Russie. Je n'aspire pas à devenir une propriété, une possession russe. Je n'appartiens pas à un État. Je respecte les lois des États dans lesquels je vis. C'est mon devoir en tant que citoyen. Mais ça ne veut pas dire que j'appartiens à cet État et que j'en sois, pour ainsi dire, l'esclave de maison. Donc oui, bien sûr, ils vont voir dans cette émission où je présente les acquis de cette mission scientifique et technologique à Saint-Pétersbourg. Ils vont y voir, comme d'habitude, une allégeance. Ah oh, c'est la propagande russe, c'est la propagande russe. Bientôt, ils vont dire, ah, c'est un agent de Wagner, 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 Wagner. Ils sont fatigués même de Wagner, là, maintenant.
depuis que Wagner a disparu, bon, qu'est-ce qu'ils vont dire? Africa Corps, Africa Corps, Africa Corps. Ils vont faire leur cocorico, ça ne change rien. Nous, les Africains, on vit notre vie, on respecte du mieux que nous pouvons les lois justes, mais on n'est pas la propriété de quelqu'un. D'accord? Et ça va être comme ça. À la première occasion, j'irai en Chine. Dès que j'en aurai, je vais visiter tous les pays du monde qui veulent bien m'accueillir, parce que, en tant que penseur, en tant qu'écrivain politique, hein, en tant que citoyen engagé pour l'émancipation de mon continent, j'ai besoin de circuler dans le monde, de connaître le monde. Mais je connais les États-Unis d'Amérique. Et à la première occasion, j'y retournerai. Si j'ai des choses à y faire. Je connais le Moyen-Orient. J'ai enseigné 2 années comme professeur invité à l'université franco-turque de Galatasaray. Quand j'enseignais ici, à l'université de Rouen. D'accord? Je connais, bien sûr, mon Afrique natale. Mais écoutez, nous les Africains, maintenant, on va où on veut. On va où on veut, c'est fini. Les autorisations qu'on attendait, est-ce qu'on peut? Si on y va, vous allez faire quoi? Un coup d'État? Une opération homo? Les Africains ne sont plus en train d'attendre quelqu'un. Il y a longtemps qu'on est parti. Et c'est d'abord les chaînes mentales que les Africains doivent couper. On doit faire ce qu'on a le droit de faire sur la terre. Nous n'avons pas un surveillant général, un insurgé, qui doit nous demander des comptes, hein, en dehors de Dieu, celui qui nous a créés, le Tout-Puissant. Voilà pour ce premier point. Partage la vidéo et puis abonne-toi.